Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire intitulé Perspectives économiques. On va commencer dans quelques secondes. On va donner le temps aux gens là, de bien se connecter à la plateforme. Et donc, dans quelques secondes, on va débuter officiellement le webinaire aujourd'hui. Alors, bienvenue tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue donc à ce webinaire intitulé Perspectives économiques. Aujourd'hui, je suis avec vous pour présenter, animer le webinaire. Mon nom est Jasmin Guénette. Je suis le vice-président aux affaires nationales avec la FCEI et je suis accompagné de notre économiste en chef et vice-président de la recherche, Simon Gaudreau. Salut Simon, ça va bien? Bonjour Jasmin, bonjour tout le monde. Oui, ça va très bien. Très content d'être Good. ici. En forme, prêt pour le webinaire d'aujourd'hui? Ben oui, toujours. Good. Peut-être qu'on veut aller à la prochaine diapositive immédiatement. Donc, c'est nous, on est là aujourd'hui pour vous faire la présentation et répondre le plus possible à vos questions. On a aussi plusieurs de nos collègues qui sont dans l'ombre, qui assurent le succès du webinaire aujourd'hui. Laurana, Rachel, Jennifer, Vaïd. Donc, merci à nos collègues qui sont là pour la bonne marche du webinaire aujourd'hui. Donc, je vais passer un peu, si on peut aller à la prochaine diapositive, parler un peu de l'environnement actuel, là, ce qu'on voit. Il y a eu enfin des élections récemment au niveau fédéral. Et ce qui est intéressant, c'est que le nouveau gouvernement fédéral semble placer l'économie au centre de ses préoccupations. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir le changement de ton entre le gouvernement actuel et le gouvernement précédent. On remarque que l'économie demeure résiliente malgré tous les défis. On voit que les entrepreneurs recherchent des solutions dans un contexte là, tu sais, qui n'est pas facile. Les tarifs de Donald Trump ont, au fond, fait émerger une unité canadienne renouvelée. On le voit là, notamment avec les progrès qu'on fait pour le commerce intérieur ou tout le mouvement d'achat local. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Les tarifs du président américain, la guerre commerciale et tout ça, ça génère beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Puis on voit qu'il y a des signaux d'une certaine faiblesse économique. Simon va nous présenter tous les indicateurs qui vont nous permettre de bien comprendre la situation. Puis, il y a des enjeux qui demeurent, hein, malgré les élections, puis les changements qu'on peut apporter au commerce intérieur et tout ça, la productivité qui est faible au Canada, la pénurie de logements, il y a des enjeux là, qui demeurent et qui devront être euh, adressés par le gouvernement actuel. Ensuite, si on peut aller à la prochaine diapositive, le webinaire aujourd'hui va comporter un certain nombre de sections. Là, on va parler de perspectives, de développement au niveau des politiques publiques, des récentes données, des prévisions, quelques points clés en conclusion. Si vous avez des questions, on vous invite à utiliser l'onglet Q&A. Vous pouvez poser vos questions, les mettre dans cet onglet-là, Q&A, qui est au bas de l'écran. Et la présentation d'aujourd'hui est dans l'onglet Chat. Donc, vous allez pouvoir consulter la présentation, même la télécharger. Puis, je vous rappelle que suite au webinaire, vous allez recevoir un courriel
avec la présentation et un petit sondage pour connaître votre satisfaction sur la présentation d'aujourd'hui, si vous avez appris des choses, etc. Donc, en intro, c'est tout pour moi pour l'instant. Simon, je te passe la parole pour ta présentation sur les perspectives économiques actuelles. Merci, Jasmin. Donc, encore une fois, bonjour tout le monde. Et puis, on va plonger directement dans le vif du sujet. Une première partie pour la présentation d'aujourd'hui sur les indicateurs globaux pour l'économie. Je vais vous en montrer quelques-uns pour commencer. Donc, si on va sur la prochaine diapositive, je vous ai partagé ici quelques indicateurs ce qu'on a finalement, c'est des indicateurs là, qui sont à jour pour la plupart à partir de mars 2025. Donc, Vaïd, si tu cliques une fois de plus, on va montrer aux gens sur la diapo, si tu avances, on va montrer aux gens encore un petit peu. Est-ce que tu peux avancer encore de une? OK, bon, on avait ici, une date là, qui n'a pas apparu au bas de la diapo là, sur la ligne noire. Donc, juste pour vous montrer que les lignes, pour la plupart, finissent au mois de mars 2025. Donc, ce qu'on a finalement sur ce graphique-là, là, juste pour décortiquer ça rapidement avec vous, c'est certains indicateurs clés de l'économie. Puis, ils sont en base 100 à partir de 2019. Donc, on a tout transformé en un index. Donc, c'est pour ça que vous voyez que les lignes se touchent à l'extrémité gauche du graphique. Et en mettant tous les indicateurs en base 100, ça nous permet de voir là, des années plus tard, donc à partir de mars 2025, là, la dernière période de données disponible de combien finalement ils ont progressé. Donc, ce que vous pouvez voir, par exemple, ici, c'est que la première, si on prend la ligne qui est en haut, la ligne verte, ça, c'est nos importations en valeur, en dollars. Donc, les importations, la valeur de nos importations au Canada, qui, si on la mettait à une base de 100 au début de 2019, sont maintenant à 146. Ce que ça veut dire, c'est que c'est 46% plus important la valeur de nos importations dans l'économie canadienne aujourd'hui, ou à, ce à la fin du premier trimestre de cette année, que ce l'était en 2019. Pour les exportations, on est à 136, donc plus 36. Les ventes au détail, 132. Les ventes de nos manufacturiers, toujours en dollars actuels, 125. Donc, on a progressé de 25%. Donc, je vous amène sur la boîte qui est juste à côté. C'est important, vu qu'on travaille ici en dollars actuels, de soustraire l'effet de l'inflation pendant cette même période-là. Parce que tu peux avoir des importations qui sont plus élevées en valeur de dollars, mais tu as eu de l'inflation pendant toute la période. On le sait qu'on en a eu beaucoup dans les années précédentes. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on prenne l'inflation là, soit sur l'indice des prix à la consommation, qu'on voit le plus souvent là, dans les médias qui est rapporté, c'est cette inflation-là, donc 122. On a eu l'inflation pour un total combiné sur toutes ces années-là de 22. Ou on pourrait prendre l'indice des prix des produits industriels, qui est l'autre là, à 133, donc un peu plus d'inflation de ce côté-là. Il y en aurait peut-être plusieurs d'entre vous qui s'approvisionnent chez des grossistes. Ce serait quasiment un peu entre les deux, si vous voulez. Mais bref, ce que ça nous dit, c'est qu'une fois qu'on soustrait l'effet de cette inflation-là, là, qui est quelque part entre 22 et 33 ben, on n'a pas progressé en dollars réels, tu sais, en dollars duquel on a soustrait la valeur de l'inflation. On n'a pas progressé tant que ça. Puis pour le PIB, qui lui est en dollars réels, là, qui est en dollars mis sur une base constante, des dollars de 2017, là, on a utilisé des statistiques pour corriger de l'effet de l'inflation. Mais on voit que le PIB, qui est le produit intérieur brut, qui est la mesure, si on veut, de l'économie globale, c'est seulement 11% de progression. Et le nombre d'entreprises actives au pays, ce point-là arrête là, pour février 2025, mais c'était 104. Donc, on avait progressé seulement de 4% depuis 2019, alors que de l'autre côté, là, si on regarde la boîte qui est à côté, qui est intéressante pour des chiffres corrigés de l'inflation, on peut regarder la population. Donc, le PIB qui n'a pas progressé, PIB per capita, là, ramené à la population, n'a pas vraiment progressé, ni le nombre d'entreprises actives. Là. Janvier 2019, là, c'est il y a plus que 6 ans. Donc,
Oui, certains indicateurs économiques progressent, mais d'un point de vue réel, on a quand même une certaine stagnation, voire même, par exemple, du côté des entreprises actives, c'est une progression de juste 4 alors que la population a progressé de 11. Donc, on a quasiment une baisse là, en entreprise par habitant. Donc, maintenant, si on va à la prochaine diapositive. Ah bon, il était là, notre mois de mars, qui est apparu à la toute fin. Donc, on s'en excuse encore une fois. Il est un petit peu retardataire. Prochaine diapo, Vaed, merci. Si on va sur la prochaine diapo, je vous ai mis quelques autres indicateurs, là, je m'en excuse. Les graphiques sont un petit peu petits, mais je vais décortiquer ça pour vous. La valeur du dollar canadien en dollars US là, au marché, là, présentement, c'est à peu près 73 sous. On est de retour là, à une valeur qu'on avait sur les marchés au début de l'automne passé. Quand M. Trump a fait son post là, sur Truth Social à la fin du mois de novembre, disant qu'il allait mettre des tarifs en place, là, quand ça a un peu parti le bal de cette guerre commerciale-là, le dollar avait déjà commencé en fait à chuter, là. C'est ce que vous pouvez voir là, un peu sur la dernière partie du graphique de gauche, là. Vous voyez une espèce de U là, et la ligne là, avec la boîte noire, là, la ligne verticale, ben, ça c'est quand M. Trump a mis son post sur les réseaux sociaux. Le dollar avait déjà commencé à s'affaiblir, mais évidemment, ça s'est accéléré par la suite et ça s'est beaucoup ensuite redressé au fur et à mesure que la guerre commerciale progressait, qu'on on n'allait pas de l'avant finalement avec certaines annonces, que les craintes s'avéraient un peu pas aussi importantes qu'on l'aurait pensé. C'est ce qui s'est beaucoup passé là, dans les derniers mois, les dernières semaines. On y reviendra sur la guerre commerciale, mais je voulais juste vous montrer un peu à quel point bon, le dollar, ça a fluctué, mais on est peut-être en fait de retour là, à un niveau du dollar qui est comparable à ce qu'on avait, là, par exemple, à la mi-2024, ce qui n'est pas un niveau qui est très historiquement fort, là. Si vous regardez le reste de la courbe, vous allez voir qu'il y a des niveaux de taux de change plus élevés, mais c'est quand même pas un niveau qui est historiquement non plus excessivement faible. Donc, des nouvelles un peu mitigées de ce côté-là. À droite, c'est le pétrole. Donc, ce que je vous ai mis ici, c'est ces deux courbes. Là, vous avez la courbe verte qui est le prix du pétrole sur le marché international, le cours du West Texas Intermediate, qui est le baril de pétrole aux États-Unis. Et la ligne bleue, c'est le Western Canadian Select. Donc, c'est le pétrole canadien. Pourquoi la courbe bleue est en bas? Là, on avait à peu près, on était autour de 50 dollars le baril du côté du pétrole canadien, alors que le pétrole américain là, était à 10-15 dollars de plus. Là. C'est que, en fait, on a moins de marché, de débouchés pour le pétrole canadien, pour toutes sortes de raisons. Donc, là, présentement, vous savez que les premiers ministres discutent là, en Saskatchewan, ont discuté de projets d'infrastructure, notamment pour fournir plus de débouchés à notre pétrole canadien. Donc ça serait pour éventuellement que ces deux lignes-là, dans ce graphique-là, se touchent, là, pour que nous, on n'ait pas un prix pour notre pétrole qui soit plus bas que sur les marchés mondiaux. Donc ça, vous comprenez que ça permettrait aussi d'enrichir le Canada, l'économie canadienne. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions de projets d'oléoduc présentement ou d'acheminement du pétrole d'un bout à l'autre du pays. Pour ce qui est du niveau comme tel, là, d'un point de vue historique, comme vous pouvez le voir sur la courbe, là, on est à des niveaux qui sont quand même favorables là, ou qui se comparent avantageusement à ce qu'on a pu observer là, depuis au moins les 7-8 dernières années. Maintenant, si on voit la prochaine diapo, je vous ai mis aussi certains indicateurs, cette fois-là, un peu comme il y a deux diapos, c'est en base 100, c'est un index, mais ça, c'est sur le marché du travail. Donc, Vaïd, si tu avances, prochaine, ouais, voilà. Alors là, maintenant, on a tout. Donc, ça, c'est l'emploi, puis je m'en excuse, là, je vois qu'on n'a pas fait la traduction, mais employment, l'emploi au pays, le nombre d'emplois, le nombre d'heures travaillées.
et les postes vacants. Là, cette fois, on a les données jusqu'à avril de cette année, sauf pour les postes vacants qui sont jusqu'à mars. Donc, ce sont des données, encore une fois, publiées par Statistique Canada. Donc, l'emploi total au pays qui a progressé de 11 depuis le début de l'année 2019, les heures travaillées de 9 et le taux de postes vacants, lui, est plus élevé de 7 mais remarquez ici là, que la courbe verte, là, ça a swingé, hein, comme on dit en bon français. Ça a beaucoup fluctué depuis les dernières années. Là. Vous voyez un pic important qui a été atteint en 2022. Et après ça, la situation qui s'est normalisée. Donc, ce qu'on peut voir du point de vue global pour l'économie, pour l'ensemble des employeurs, hein, que ce soit les PME, que ce soit les grandes entreprises, le secteur public, le nombre de postes vacants s'est beaucoup modéré. Mais on va voir un peu plus loin dans la présentation là, que pour ce qui est de vous, pour ce qui est des données que vous nous partagez dans les sondages de la FCEI, l'histoire est légèrement différente. Maintenant, Vaïd, si tu avances encore une fois, montrons-nous nos repères. Donc, on a le PIB ici qui est à 111, donc 11 si tu avances encore, Vaïd, oui, voilà, la population qui a progressé de 11. Donc, encore ici, là, sur le marché du travail, on voit que avec nos comparables, on est en stagnation réelle ou même un peu de manière réelle en négatif. Là, le nombre d'heures travaillées qui ont progressé de 9 tandis que la population progressait de 11 donc, le marché du travail qui n'est pas non plus super vigoureux à l'heure actuelle. On va avancer maintenant à la prochaine diapo. Je voulais vous parler un peu de ce qui se passait du côté des consommateurs. Et là, on a une diapo en anglais, mais c'est parce que les G, sur leur présentation en ligne, avaient oublié de traduire leur diapo. Donc, cette fois-là, j'ai une bonne excuse, mais je vous montre ce que les G Marketing font sur leur sondage de suivi. C'est un sondage qu'ils font à peu près une fois par mois, peut-être même plus, où ils demandent aux Canadiens, dans les dernières semaines, là, c'est la question que vous voyez en haut, est-ce que vous avez augmenté vos achats de produits locaux canadiens? Donc, 74 ont répondu oui dans leur dernier sondage qui était du 9 au 11 mai. Puis si je vous présentais les données sous forme de tendance, là, parce que je vous dis, ils ont posé cette question-là plusieurs fois là, depuis le début de l'année, vous verriez ce niveau-là à 74 à peu près, là, 70-75 là, qui se maintient. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, là, peut-être pour plusieurs d'entre vous. Il y a un engouement qui se maintient pour l'achat local, pour l'achat de produits canadiens. Si on regarde dans le tableau en bas, ben, ce qu'on peut voir, c'est que peu importe le groupe qu'on regarde au niveau des régions du pays, Québec, vous voyez, c'est à 72 qui disent oui. En Ontario, on était un peu plus élevé à 74. C'est à peu près tous pareil, là, jusqu'en Colombie-Britannique à 78. Les hommes, les femmes, les tranches d'âge. On est tous à du 7, voire du presque 8 sur 10 Canadiens qui disent qu'ils ont augmenté leurs achats dans les dernières semaines. Donc, ça revient un peu à ce que Jasmin disait en introduction tout à l'heure sur la première diapo, là, ce qu'il y avait sur le radar, quand même un achat, une volonté d'achat local qui ne se tarit toujours pas dans la population. Maintenant, si on va sur la prochaine diapositive, euh, dans le même sondage, par contre, là, du côté un peu moins réjouissant, Léger demandait aux Canadiens, là, donc ça ici, on a 1000, vous voyez là en haut dans le titre, 1578 personnes qui ont été interrogées au pays. Comment décririez-vous la situation financière de votre ménage aujourd'hui? Donc, à peu près les deux tiers disaient qu'elle était bonne. Mais seulement dans ce groupe-là, là, une petite minorité disait très bonne, hein. La plupart sont à ouais, c'est bon, tu sais, c'est bon. 6 sur 10 à peu près. Mais vous en avez pratiquement un tiers qui disent que la situation de leur ménage est mauvaise. Donc, on sait que tout le monde a connu des années qui ont été un peu hors de l'ordinaire là, dans les dernières années,
multitude d'événements perturbateurs. Et pour plusieurs consommateurs, ben, il y a encore des cicatrices là, qui demeurent sur leur, dans leur dos. Donc, pas toujours facile, malgré une volonté d'être au rendez-vous là, pour débourser des dollars. Mais bon, on a quand même un deux tiers de consommateurs là, qui jugent leur situation qui est correcte. Donc, un portrait un peu mitigé du côté des consommateurs. Puis on va voir aussi, encore une fois, je vous ramène à une de nos sections futures dans le webinaire aujourd'hui où on va vous montrer les données que vous nous partagez sur la demande pour vos produits et services. Donc, vous allez voir, ça fait un peu peut-être écho à certains de ces chiffres-là. Oui, Jasmin, je sens que tu as une question. Non, non, j'allais parler un peu des développements politiques qui s'en viennent, notamment sur la situation tarifaire là, entre le Canada et les États-Unis. Peut-être qu'on veut aller à la prochaine diapositive, mais je ne vais pas passer en revue toutes les dates que vous voyez à l'écran, mais juste pour vous rappeler là, qu'il y a toujours des tarifs en vigueur. Euh, et puis, bon, il y a les tarifs sur l'acier, l'aluminium, il y a les tarifs pour le secteur automobile. Pour les membres de la FCI, c'est beaucoup les tarifs sur les produits qui sont non conformes à l'OCM. Donc, il y a ces tarifs-là qui sont toujours en place pour les produits qui ne sont pas conformes à l'accord commercial États-Unis, Canada, Mexique. Puis là, ben, il y a aussi une série de contre-tarifs que le Canada a mis en place sur des importations, sur des produits importés des États-Unis. Puis il y a quelques jours, là, j'imagine que vous l'avez vu dans les bulletins de nouvelles, le président américain a mentionné qu'il souhaitait augmenter les tarifs sur l'aluminium et l'acier qui entrent aux États-Unis à partir des autres pays, là, notamment le Canada. Donc, ça, c'est pas confirmé encore. On ne sait pas si effectivement ça va être mis en place euh, comme ça a été annoncé il y a quelques jours, mais moi, je vous invite à aller sur notre site web. On a une section dédiée aux tarifs, fcei.ca/tarif. Puis là, ben, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Les tarifs, une section vraiment bonne là, de questions fréquemment posées, là, une FAQ avec beaucoup d'informations. Donc, et ma collègue Rachel a mis dans le chat le lien vers la page. Allez-y, c'est vraiment une source d'informations très importante qui va vous aider à comprendre la situation et l'évolution de celle-ci. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, il y a un nouveau gouvernement fédéral avec un nouvel agenda, des nouveaux objectifs beaucoup plus économiques. Et donc, si on peut aller à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, des priorités, ben, ce sont les priorités qui ont été partagées par le premier ministre à son équipe de députés et de ministres. Euh, donc, toute la question de relations avec les États-Unis, le commerce interprovincial, la question des réductions des coûts pour les Canadiens. Nous, évidemment, on souhaite que cette approche-là, ça fasse partie des politiques publiques pour aider les PME, réduire les frais d'exploitation pour les PME. C'est super important. C'est vraiment une de nos priorités les plus importantes. Il y a toute la question du logement, il y a la question de la sécurité également. L'immigration, c'est un domaine, un enjeu qui fait couler beaucoup d'encre ces temps-ci. On parle des niveaux d'immigration. Puis c'est important de garder un peu la tête froide là, quand on parle de ça parce qu'il y a beaucoup
je dirais, entre guillemets, de petites politiques qui se font en parlant d'immigration. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'embaucher des personnes qui sont issues de l'immigration, soit qui sont déjà au pays ou bien qui viennent ici pour travailler. C'est un enjeu important. Puis on parle beaucoup aussi de contrôler les dépenses du gouvernement fédéral, réduire les dépenses du gouvernement fédéral. Depuis plusieurs années, là, la dette, le déficit du gouvernement fédéral augmente et donc ça prend beaucoup plus de discipline budgétaire au niveau du gouvernement fédéral. Fait que là, il y a l'agenda du gouvernement fédéral là, que vous avez à l'écran, en quelque sorte, là, avec ces 7 priorités. Et nous, ben, on a des demandes pour le nouveau gouvernement. On a des demandes qu'on fait au Parlement. Si on peut aller à la prochaine diapositive. Bon, ben, évidemment, il y a les demandes concernant les tarifs. On veut là, que l'argent qui soit récolté des contre-tarifs soit rapidement retourné aux PME qui sont touchées. S'assurer que l'impôt sur les gains en capital, bien évidemment, ne soit pas augmenté, mais qu'éventuellement, ça soit réduit, notamment par l'augmentation du plafond de l'exonération cumulative des gains en capital. Ça a été une promesse du gouvernement fédéral. On le talonne là-dessus. On veut réduire le taux d'imposition des PME dans un contexte économique très incertain, très difficile. On demande là, de le baisser à zéro pour l'avenir prévisible là, parce qu'il faut vraiment que les entreprises puissent garder leur liquidité, leurs revenus pour réinvestir dans leur entreprise, dans les travailleurs, améliorer le commerce intérieur. Puis dans les provinces où ça s'applique, ben, de s'assurer que ce qui avait été promis pour la taxe carbone soit livré là, au niveau de la non-imposition des remises et également s'assurer là, que les sommes qui restent à retourner soient retournées rapidement. Fait que là, je vous dis ça, tu sais, très rapidement, sans entrer trop dans le détail. Mais si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous les poser. Mais c'est vraiment là-dessus qu'on a basé notre agenda législatif pour s'assurer qu'on fasse baisser les impôts pour les PME, baisser la paperasserie pour les PME, améliorer notre commerce intérieur, s'assurer qu'on accompagne les PME qui veulent se diversifier. Vraiment, là, il faut s'assurer que le climat d'affaires au Canada soit amélioré et c'est là-dessus qu'on pousse nos priorités. Le Parlement a recommencé à siéger euh, récemment, là, après l'élection, après la prorogation, après une paralysie presque totale du Parlement l'automne dernier. Ça faisait des mois et des mois et des mois qu'il n'y avait pas eu de politiciens ici à Ottawa. Là, donc, on s'assure que nos priorités sont bien connues du gouvernement et de l'ensemble de la députation parce que ça reste un gouvernement minoritaire. Et donc, les députés d'opposition ont encore une fois beaucoup de pouvoir pour forcer le gouvernement à adopter des positions, des politiques, de faire passer des projets de loi. Donc, pour nous, c'est important de parler à tout le monde. J'en parlais, si on peut aller à la prochaine diapositive, le commerce intérieur. Il y a des progrès. Je veux dire, s'il y a une bonne chose avec la situation tarifaire entre le Canada et les États-Unis, c'est que ça a vraiment fait ressortir l'importance d'améliorer notre commerce interprovincial. La FCEI, nous, on travaille là-dessus, comme vous le savez, là, depuis de nombreuses années. Mais là, depuis quelques mois, il y a du progrès. Puis je dirais, tu sais, qu'on n'a pas le choix, là. C'est une des façons vraiment d'assurer une plus grande, une économie plus vigoureuse
Et donc, je ne vais pas passer à travers toutes les dates que vous voyez à l'écran, mais plusieurs provinces ont présenté des projets de loi, signé des ententes pour améliorer le commerce interprovincial. Le plus important pour nous, là, c'est l'adoption du principe par toutes les provinces de la reconnaissance mutuelle. Donc, un produit qui est assez bon, sécuritaire pour être vendu dans une province devrait être disponible dans toutes les provinces sans aucune autre exigence réglementaire. Et on doit aussi adopter le même principe pour la mobilité de la main-d'œuvre. Vraiment s'assurer que notre économie est plus forte en éliminant les barrières non tarifaires qui existent toujours. Le gouvernement fédéral veut enlever les siennes, les provinces. On le voit là avec la rencontre qu'il y a eu à Saskatoon hier. Il y a beaucoup d'efforts pour améliorer les choses et vraiment, là, c'est important d'aller rapidement euh, dans ce dossier-là, compte tenu du contexte économique actuel. Et puis, on continue à pousser tous les gouvernements, les provinces, puis le fédéral pour faire les améliorations qui sont requises au niveau du commerce intérieur. Puis, avant de repasser la parole à Simon, peut-être un petit mot sur une grève potentielle chez Poste Canada. Bon, ben, ça peut paraître surprenant là, pour les gens qui ne sont pas en affaires, mais euh, les PME, encore aujourd'hui, utilisent régulièrement, au quotidien, les services de Poste Canada, là, tu sais, que ce soit pour envoyer de la publicité aux consommateurs, recevoir des factures, recevoir des chèques, envoyer des paiements et toutes sortes de choses. Donc, pour les PME, les services de Poste Canada, pour un très grand nombre de celles-ci, demeurent importants. Et puis, on a fait un sondage quand il y a eu une grève il y a quelques mois. Il y a beaucoup d'impacts négatifs pour les PME, des pertes de vente, des coûts associés à la grève très élevés. Ça a dépassé le milliard de dollars au total de coûts lors de la dernière grève. Et si on ne veut pas que Poste Canada perde à chaque année 1 milliard de dollars comme ils ont perdu l'année passée, là, le rapport annuel de la Société d'État est sorti, des pertes financières considérables. Ben, si on ne veut pas que ça soit la norme, il ne faut pas que ça soit la norme, eh ben, il faut s'assurer que l'entreprise puisse faire les changements qu'elle a besoin de faire au niveau de la livraison de ses colis, au niveau de la livraison des lettres, qu'on modernise Poste Canada. Et puis, c'est vraiment important. Avec un nouveau gouvernement, une nouvelle attitude, on souhaite que les réformes qui auraient dû être faites, au fond, il y a 10 ans ou à peu près, ben, qu'on les mette en œuvre là, dans les prochains mois. Et nous, on va continuer à mettre de la pression sur le gouvernement pour que les changements soient faits dans les meilleurs délais et au bénéfice des PME. Donc, ça fait le tour un peu de certains enjeux sur la scène fédérale. Simon, je te repasse la parole. Merci, Jasmin. Donc, Vahid, si on va à la prochaine diapo, là, c'est sur l'état actuel des PME, donc où on va vous présenter certaines données là, qui sont tirées des sondages que la FCEI fait avec vous. Puis j'en profiterai pour vous remercier avant qu'on commence la présentation des données. Je voudrais simplement vous remercier de prendre le temps de répondre à nos sondages parce que c'est des données qui sont précieuses, qui nous permettent, comme vous le voyez présentement sur l'écran, par exemple, de montrer la confiance des entreprises. C'est des données qui sont suivies sur le marché. Donc, peut-être certains d'entre vous même ont reçu le courriel là, pour un de nos sondages du baromètre des affaires, le sondage qui s'appelle Les perspectives de votre entreprise. Euh, chaque 1/6 du membership va le recevoir en rotation au début de chaque mois. Donc, 1/6 d'entre vous l'ont peut-être vu dans leur boîte de courriel ce matin. Donc, quand vous répondez au sondage,
Ça nous permet de créer des indicateurs économiques fiables sur l'état des PME, puis nous, on communique ça. Bon, je viens de vous le dire, c'est suivi là, même sur les marchés. Les analystes financiers, les grandes banques, Bay Street, Wall Street suivent ça. Mais même nous, dans le cadre de notre travail, on présente ces informations-là très souvent aux décideurs pour leur expliquer comment les PME vont à l'heure actuelle. Maintenant, je voulais vous montrer ici l'indicateur de confiance principal là, de la FCEI. Donc, on vous demande finalement comment vous envisagez la performance de votre entreprise au cours des 12 prochains mois. Ça, c'est la ligne bleue foncée dans le graphique. À plus court terme, sur 3 mois, ça, ce serait la ligne en bleu pâle. Et vous voyez aussi les lignes pointillées des couleurs correspondantes. Ça, c'est la moyenne historique pour chacune de ces courbes-là. Présentement, si on se déplace complètement à droite du graphique, on va voir que les données sont quand même assez basses. On a atteint un creux historique pour l'optimisme sur les 12 prochains mois. En mars dernier, on avait un niveau là, de l'indicateur de confiance de 25. Ça, c'est un indicateur qui est sur une base 0 à 100. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? À 50, par exemple, quand on serait dans le milieu de l'indicateur, on aurait autant de pessimistes que d'optimistes parmi les répondants au sondage. Si on est en haut de 50, plus optimiste, et en bas, plus pessimiste. Donc, on voit présentement que l'état d'esprit est quand même pas mal pessimiste. Ça a remonté dans les derniers mois. On est passé d'un indicateur de 25 à environ 40, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire là, pour rattraper un niveau de confiance moyen là, qui serait d'un point de vue historique à peu près 60. Euh, donc, euh, on est vraiment dans une zone un peu plus qu'on voit généralement dans les récessions. Là. Vous pouvez le voir dans le graphique, là, c'est mis en relief en grisé. Là. Vous avez les périodes des dernières récessions, donc on voit que c'est là généralement que l'indicateur plonge. Est-ce qu'on est en récession en ce moment? Bon, je vais garder le suspense, on va parler un peu plus tard des prévisions. Mais on voit ici que la confiance est quand même assez basse. Puis ici, Vaïd, si tu avances encore une fois, si on compare avec certains autres indicateurs, certains sous-groupes de PME, on peut voir que, bien sûr, et là, c'est une moyenne pour les 3 derniers mois, là, mais l'indicateur de confiance des entreprises parmi vous qui exportent, c'est à 26. Si Vaïd t'avance encore une fois, on a les importateurs qui sont à 29. Mais même si on regarde, Vaïd encore une autre fois, les PME qui sont non actives à l'international, donc qui n'importent pas ni exportent, il y a quand même une morosité assez importante là, parce que l'indicateur de confiance est de seulement 34 ces 3 derniers mois. Donc, on voit quand même que la faiblesse de la confiance là, est assez généralisée dans l'économie. Maintenant, allons à la prochaine diapo, Vaïd. C'est les mêmes données, mais décortiquées cette fois-là pour le dernier mois, là, pour mai 2025. C'est les dernières données disponibles. C'est les données que vous nous avez partagées le mois passé. Vous avez ça par province. Donc, on voit que c'est au Québec, en fait, que l'optimisme, à la fois à long terme sur 12 mois et à plus court terme sur 3 mois, c'est là qui est le plus fort au pays. En hausse quand même assez importante par rapport au mois précédent, mais on voit que, encore une fois, le petit point gris que vous voyez de chaque côté, ça, ce serait la moyenne historique des PME québécoises. On est encore loin de notre moyenne. Puis même si on est en haut du sommet, en haut du classement, pardon, on est encore à un niveau de 45, ce qui est très faible là, au niveau de l'optimisme. Puis vous voyez que dans le reste du pays, ben, c'est encore plus faible. Là. Ça va jusqu'à du 30 dans l'indice de confiance pour le Manitoba, le Terre-Neuve et Labrador et la Nouvelle-Écosse. Et ça monte comme ça, mais c'est tous des niveaux qui sont de confiance assez faibles. Donc, si on va sur la prochaine diapo, on a les mêmes informations pour l'ensemble du Canada, mais par secteur d'activité. Donc, c'est le secteur des PME en santé et éducation.
qui sont les plus optimistes. Mais encore une fois, on voit que c'est pas, c'est encore en bas du 50, donc plus de pessimistes quand même. Services aux entreprises en deuxième, fabrication. L'hébergement, on pourrait rajouter à ça la restauration. Là, c'est peut-être le descriptif qui manque ici, parce que ça inclut aussi nos restaurateurs dans cette catégorie-là. On voit que l'optimisme est quand même un peu plus important euh, à, euh, à court terme. Donc, vous voyez l'optimisme sur 3 mois, la barre bleu pâle, là, la quatrième en partant du haut pour les gens d'hébergement et restauration. Elle va même dépasser le point gris, donc la moyenne historique pour ce groupe-là. Donc, est-ce que c'est parce qu'on envisage une très bonne saison touristique, par exemple? On peut se poser la question, là. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez d'autres explications à communiquer en commentaire ou webinaire, mais c'est quand même un point qui a attiré notre attention. Maintenant, si on va sur la prochaine diapositive, euh, je vous ai présenté dans les diapositives précédentes quand même vos perspectives. Donc, est-ce que vous vous sentez optimiste? Ça ici, c'est des données qui sont plus sur le réel. Donc, on vous pose la question finalement, quelle est la situation actuelle de votre entreprise? Donc, le mois passé, 34%, on voit là complètement le graphique du haut complètement à la droite. 34% d'entre vous ont dit on est dans une bonne situation. 48% ont dit oh, c'est acceptable. Puis 18% ont dit que c'était mauvais. On fait la somme des catégories. Là, on juge qu'acceptable, c'est comme neutre. Donc, on fait la somme de bonnes plus mauvaises à chaque mois. Puis on essaie de voir s'il y a plus d'entreprises en bonne situation qu'en mauvaise situation. Donc, ça, c'est la balance des opinions que vous voyez en bas. Et donc, c'est quand même positif au net. Mais on est aussi à des catégories, là, à une distribution en pourcentage dans les catégories qui est revenu un peu à ce qu'on avait avant la pandémie. Donc, on revient un peu à une situation au niveau des entreprises qui se disent en bonne ou en mauvaise posture, une distribution des opinions à peu près de retour à ce qu'on a vu là, euh, avant la pandémie. Mais on verra si ça évolue. Évidemment, si jamais il y a des éléments de la guerre commerciale qui se détériorent, est-ce qu'il y a des choses qui vont venir jouer là-dedans? Donc, c'est à suivre. Maintenant, si on va sur la prochaine diapositive, en fait, on vous a demandé quel changement vous avez observé depuis le début de la guerre commerciale. Donc, pour 42% d'entre vous, il y avait diminution des bénéfices totaux de l'entreprise. Seulement 6% ont vu une hausse de manière peu surprenante. Vous allez dire, vente de produits américains, ça a diminué chez 40% d'entre vous. Et les revenus ont diminué pour 34%. On a vu une baisse du nombre de clients dans 21% des cas. Et de l'autre côté du spectre, ben, c'est la vente de produits étrangers, là, sauf les États-Unis, qui a augmenté pour 16% d'entre vous. Puis revenons un peu à cette thématique-là de l'achat local, l'achat canadien. Ben, 40% confirment, là, d'entre vous confirment que ça a augmenté depuis le début de la guerre commerciale, donc dans les derniers mois. Donc ça, c'est des données, encore une fois, qui sont récentes, là, qui datent de mai. C'est la situation à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez certaines tendances que vous avez vues dans votre entreprise, dans les données que vous voyez là. Vous voyez qu'il y a quand même un pourcentage important des entreprises dans chacun de ces groupes-là qui disent qu'il n'y a pas de changement significatif. Donc, ça dépend évidemment aussi de votre modèle d'affaires, de votre exposition au marché américain ou aux autres marchés. Allons sur la prochaine diapositive maintenant. Puis on va revenir un peu sur nos données du sondage du baromètre des affaires. Chaque mois, on vous demande quelles sont vos principales pressions sur vos coûts. Vous nous avez répondu le mois dernier, là, en haut de la liste, c'était les coûts fiscaux et réglementaires. 68% d'entre vous disaient que ça causait actuellement des problèmes importants à votre entreprise. Puis, d'un point de vue statistique, là, c'est une égalité là, à 67% les coûts d'assurance. Et là encore, on excède, la barre bleue excède le point noir, donc ça veut dire qu'on est plus élevé que la moyenne historique.
pour cet indicateur-là. En troisième place, les charges salariales quand même, hein, qui sont un problème pour plus de 6 sur 10 d'entre vous. On a les coûts d'occupation aussi qui sont quand même pas mal plus élevés que la moyenne historique là, pour 44 des entreprises, puis les coûts des intrants pour 42. Donc, et on voit presque toutes les barres ici vont surpasser le point noir, donc la moyenne historique. Donc, ça reflète sur un environnement d'affaires où est-ce qu'il y a encore de fortes là, pressions sur les coûts d'opération des entreprises. Donc, si vous l'avez senti, vous ne l'avez pas rêvé, c'est partagé par beaucoup de vos collègues chefs de PME. Allons sur la prochaine diapo où est-ce qu'on voit maintenant une autre question qui, cette fois-là, porte sur les facteurs qui entravent votre croissance, donc votre capacité à augmenter les ventes ou la production. Pour 60 d'entre vous, c'est la demande insuffisante. Puis là, si vous allez sur notre site web, là, à fci.ca/baromètre, par exemple, vous allez voir ce graphique-là est interactif. Donc, si je cliquais sur la barre d'en haut, en bas, je verrais une ligne dans le temps, là. Puis vous verriez que cette proportion-là, à 59 ça a augmenté de manière importante dans les derniers temps. En fait, on est proche de des sommets historiques d'entreprises qui disent que la demande est insuffisante. Donc, je vous ramène aussi à ce que je disais au début de la présentation, les données de Léger, beaucoup de ménages qui ont une situation financière difficile, évidemment l'économie qui est incertaine. Donc, ça peut avoir un impact là, ça, sur la demande pour vos produits et vos services. Puis même si vous êtes dans le B2B, bien évidemment, les entreprises qui investissent moins, qui dépensent moins parce que tout le monde est sur les freins, ça peut expliquer aussi pourquoi on voit beaucoup d'entre vous qui disent que la demande est insuffisante présentement. Allons à la prochaine diapositive maintenant. Puis je voulais vous parler un peu de la question du marché du travail. Donc, beaucoup de chiffres sur cette diapo-là, mais je vais décortiquer ça assez rapidement pour vous, là. On vous demande dans un sondage combien de postes sont vacants dans votre entreprise depuis au moins 3 ou 4 mois parce que vous ne trouvez pas d'employés qualifiés. Ben, ça, on met ça dans un rapport qu'on fait à chaque trimestre. Puis le dernier rapport pour le premier trimestre de 2025, c'était qu'au Canada, ça, c'est la ligne complètement en haut du tableau à droite. Il y avait presque 400 000 postes vacants dans le secteur privé au pays parce qu'on ne trouvait pas d'employés qualifiés. Au Québec, par exemple, c'était 100 000, donc plus que le quart de tous ces postes vacants-là. Et vous voyez que dans d'autres provinces aussi, c'est quand même significatif. Par secteur, vous l'avez aussi dans le tableau. Certains secteurs comme la construction, 47 000 postes vacants. Donc, ça aidera pas, ça, évidemment, dans la question de la crise du logement. Services professionnels aussi, c'est important. Donc, je ne décortiquerai pas tout ce tableau-là, mais vous avez quand même, ce qui est intéressant aussi dans ce tableau-là, c'est que vous l'avez par taille d'entreprise. Puis, je voulais amener votre attention sur le graphique à droite où vous voyez que finalement, oui, on a eu, comme on l'a vu là, dans un des premiers graphiques du webinaire aujourd'hui, un genre de pic là, du nombre de postes vacants en 2022. Puis vous voyez que les données que vous nous partagez reflètent les données de StatCan, là. Puis ça a chuté après ça. Mais ce qu'on peut voir, par contre, c'est que ça a chuté beaucoup plus rapidement, de toute évidence, pour les entreprises de 100 employés et plus. Et là, ce que ça nous dit, c'est que c'est les plus petites entreprises, c'est les micro-entreprises de 1 à 4 employés, c'est les petites entreprises de 5 à 19, c'est les moyennes, peut-être de 50 et plus, qui ont une genre de stabilité ou une chute moins prononcée de leur poste vacant. Donc, ça va demeurer un enjeu pour plusieurs d'entre vous, cette question-là de trouver les talents pour mener vos opérations à bien. Allons sur la prochaine diapo maintenant qui amorce là, finalement la section finale de notre webinaire pour aujourd'hui, qui sont nos prévisions économiques. Donc, encore une fois, des prévisions qui sont basées sur les données que vous nous partagez. Ça permet ça d'essayer de voir un peu plus ce qui se passe pour les prochains mois. Et ça, c'est des données qu'on vous partage toujours de manière exclusive dans le webinaire. Ce n'est pas publié en ligne. On publie seulement cet indicateur-là d'un point de vue global pour le Canada. Donc ici, vous avez pour le mois, c'est à jour au mois de mai, donc quand même très récent, c'est les plans d'augmentation des prix
des PME au cours de la prochaine année. Donc, on vous demande pour les 12 prochains mois de combien prévoyez-vous augmenter le prix de vos biens ou de vos services. Alors, vous l'avez ici, la ligne pointillée que vous voyez en arrière des graphiques, c'est la moyenne 2,9 le mois passé. Mais vous l'avez pour les provinces. Donc, vous avez par exemple le Québec à 3. On n'était pas loin de la moyenne. Et vous l'avez par secteur aussi. Si vous êtes dans différents secteurs d'activité, vous pouvez trouver votre secteur puis voir un peu qu'est-ce qui est prévu de votre côté. Donc, on voit là un peu qu'on est dans une moyenne qui est assez, qui est assez, je vous dirais, dans le haut de la cible, par exemple, d'inflation que la Banque du Canada euh, prévoit. L'inflation qu'au pays qui est encore relativement élevée, mais toujours dans la cible de la banque. Donc, je pense qu'on avait une question préliminaire là, avant le webinaire d'un d'entre vous sur les intentions de la banque au niveau de la baisse des taux d'intérêt. C'est sûr que les économistes s'attendent à ce qu'il y ait une baisse de taux d'intérêt ou qu'il y en ait plusieurs, en fait, d'ici la fin de l'année. Mais ce qui vient un peu troubler la donne, troubler les prévisions, c'est la guerre commerciale. Donc, est-ce que la banque, finalement, va procéder à ces baisses-là qui sont prévues cette année dès la prochaine annonce, là, qui est très bientôt, dans les prochains jours, ou est-ce qu'elle va plutôt attendre à son prochain meeting? Donc, c'est comme un peu présentement une décision 50-50. L'économie aussi, comme on le verra, là, qui a cru au premier trimestre, là, finalement, selon StatCan, au lieu de se contracter. Donc, ça pourrait, ça, les mettre en attente par rapport à une baisse des taux là, dès ce mois-ci. Je vais accélérer, je vais juste continuer un peu pour vous présenter l'indicateur qui correspond sur la prochaine diapositive, qui n'est pas sur les prix cette fois-là, mais sur les salaires. Donc, ça peut vous aider aussi pour certains d'entre vous qui êtes en planification de ce côté-là. Donc, le mois passé, les prévisions d'augmentation des salaires sur les 12 prochains mois, en moyenne au Canada, c'était 2,1 chez les PME. Et au Québec, on était en ligne avec ça, 2,1 pas mal près de cette moyenne-là. Et du côté des secteurs, vous voyez là, que du côté de l'hébergement, restauration, on est un petit peu plus ambitieux peut-être de ce côté-là. Ça pourrait refléter peut-être une bonne saison. On voyait tantôt dans un des indicateurs là, qu'il y avait de l'optimisme à court terme. Donc, est-ce qu'on a besoin d'embaucher? Puis d'embaucher du personnel qui est fonctionnel plus rapidement, là, donc de mettre un petit peu plus de dollars sur la table pour la belle saison qui s'en vient, c'est une possibilité. Du côté des finances, assurances, immobilier, ce secteur-là, on est à 2,5 et suit la construction à 2,4. Là, la construction, on a vu là, qu'il y avait beaucoup de pénuries de postes vacants dans ce secteur-là au Canada. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi il y a une pression salariale plus élevée. Donc, la prochaine diapo est la diapo qui fait le tour finalement des prévisions, est nos prévisions de la FCI que l'on fait sur la croissance économique et aussi sur l'inflation. C'est basé sur les données que vous nous partagez. On met ça dans un modèle de prévision économique. Donc, vous l'avez ici vous avez à la fois en gris, ça, c'est les données historiques. Donc, c'est les données qui ont été officiellement publiées par Statistique Canada. Et vous avez aussi les prévisions, non seulement de la FCEI, mais que la Banque du Canada va faire, et aussi le consensus du secteur privé. Là, donc, vous avez plusieurs grandes banques ont fait la moyenne de leurs prévisions. On voit là ici que pour le premier trimestre, il n'y a personne qui prévoit une contraction de l'économie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? C'est que s'il y avait une récession cette année, elle commencerait ce trimestre-ci, là, pendant le deuxième trimestre. Elle ne commencerait pas plus tôt dans l'année. Et ça prend 2 trimestres de croissance négative, de contraction, donc de négatif pour que l'économie soit jugée en récession. Donc, on va voir là, si ça se produit à partir du deuxième trimestre, du troisième trimestre. On sait que l'économie était assez vigoureuse au premier trimestre. Pourquoi? Parce que plusieurs ont décidé d'acheter, de commander, de stocker en avance d'une possible guerre commerciale. Donc, ça peut avoir devancé certaines choses. Donc, ça a dopé peut-être certaines ventes, certaines commandes, mais est-ce qu'il va y avoir un effet boomerang de ça dans les prochains trimestres? C'est à suivre, c'est à voir.
Et du côté de l'inflation, on est quand même à du 2,3 pour le premier trimestre, ça, c'est les données historiques. Puis on peut voir ici que les prévisions là, varient. Nous, à la FCI, on est un peu plus élevé. Vous l'avez vu dans le graphique précédent. Beaucoup d'entre vous nous disent que vous voulez augmenter là, quand même les prix de pas mal plus que 2%, donc plus proche du 3%. Donc, ça se reflète dans nos prévisions. La banque qui est un peu plus conservatrice et ainsi que le secteur privé. Puis on peut voir que pour le reste de l'année, on va quand même demeurer, là, si c'est la bonne nouvelle, dans la cible d'inflation de la Banque du Canada. Donc, ça pourrait vouloir dire des baisses de taux, là, comme je l'ai mentionné. Donc, ça fait le tour de ce côté-là. Si on va à la prochaine diapo, Vaïd, puis Jasmin, on peut peut-être amorcer juste notre récapitulatif puis notre conclusion des points clés de ce webinaire-là. Moi, de mon côté, juste sur l'économie canadienne, juste pour vous répéter qu'il y a des indicateurs économiques qui laissent entrevoir une croissance économique, mais quand on enlève de tout ça, là, rappelez-vous les premiers graphiques, l'inflation puis la croissance démographique, on est plutôt de manière réelle par habitant dans une situation de stagnation, voire de baisse, là. Donc, ça va prendre un agenda là, pour stimuler ça, faire face à la guerre commerciale, mais faire aussi face à nos enjeux de long terme, là. Ouais, puis tu sais, je dirais d'un point de vue politique, un des mots qui revient le plus souvent ces temps-ci, c'est incertitude. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Quand il y a beaucoup d'incertitudes, les entrepreneurs peuvent mettre sur pause des projets d'expansion, des projets d'achat, des projets d'embauche. Donc, vraiment, là, ça, c'est un des mots qui est le plus souvent mentionné, celui le climat d'incertitude actuel en raison de la situation tarifaire entre le Canada et les États-Unis. Donc, évidemment, on souhaite que tout ça, ça se résorbe le plus rapidement possible. Puis aussi, avec le nouveau gouvernement fédéral qui a clairement un agenda euh, plus économique pour justement faire face aux tarifs puis à l'incertitude que causent les décisions du président américain. Ben là, il y a plusieurs chantiers économiques, la réduction des coûts, l'augmentation de la productivité, l'élimination des barrières au commerce interprovincial, l'accompagnement d'entreprises pour le développement de marchés internationaux autres que les États-Unis. Il y a vraiment beaucoup de stocks, beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est un environnement politique là, qui est très, très chargé, très demandant. Donc, c'est un peu l'environnement dans lequel on évolue à ce moment-ci. Euh, Simon, tu voulais rajouter quelque chose? Ben, sur la situation des affaires, tu sais, c'est le moral qui est en berne, mais il y a quand même des indicateurs qui montrent que pour certaines entreprises, les choses sont revenues à la normale. Par contre, là, il y a quand même la faible demande là, pour les produits et services, puis la pénurie de main-d'œuvre qui demeurent les principaux freins à la croissance. Puis je voyais que là-dessus, là, je regardais, Jasmin, il y a quelques instants, une des questions encore en suspens dans notre Q&A. Un de nos membres nous parle de la question des travailleurs étrangers temporaires. Alors, je sais que c'est un outil précieux justement pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre et on nous demande qu'est-ce qu'on faisait de ce côté-là. Alors, je sais on est très actif dans le dossier. On continue de suivre ça attentivement. Mais il est clair qu'avec les indicateurs là, qu'on voit ici, que vous nous partagez, on continue de porter une attention très marquée à cet enjeu-là, là, puis à cette question-là. Puis on a fait pas mal de choses. Tu sais, on sait, là, c'est à peu près, c'est entre 15 et 20 des membres de la FCI qui utilisent le programme des travailleurs étrangers temporaires. Puis pour ces entreprises-là, c'est important. C'est important d'avoir la main-d'œuvre, non seulement pour accomplir le travail, mais de l'avoir à temps parce que c'est souvent du travail saisonnier. Donc, on a travaillé beaucoup avec l'équipe du Québec pour envoyer des lettres et avoir des rencontres avec le gouvernement du Québec. La même chose du côté fédéral. On a envoyé plusieurs soumissions et lettres dans les derniers mois pour que le gouvernement fédéral revienne sur certains des changements qui ont été annoncés et puis qu'on ne fasse pas de la petite politique avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, mais qu'on se base sur les données, sur les faits. Puis on va continuer à faire de la pression pour que les entreprises qui ont besoin d'embaucher à travers l'immigration
puissent continuer à le faire et que ça soit facile aussi et que ça soit pas trop coûteux parce qu'on sait que embaucher des travailleurs à travers le programme des travailleurs étrangers temporaires, ça coûte cher, ça demande beaucoup de ressources. Donc, il y a pas mal d'enjeux autour de ça. Puis, il y avait d'autres questions aussi que nos collègues Laure Anna et Rachel ont répondu un peu plus tôt dans le chat sur la loi 96, sur les 10 jours de congé de maladie au niveau fédéral, un enjeu sur lequel l'équipe d'Ottawa a travaillé il y a quelques temps avec des soumissions, des apparitions en comité parlementaire, etc. Donc, beaucoup de travail qu'on fait. Des fois, on réussit à faire changer les politiques, puis des fois, ben, il y a des politiques qui sont mises en place et qui ne sont pas bénéfiques pour vous, pour les membres de la FCI. Puis quand c'est le cas, ben, on continue toujours notre travail sans relâche pour s'assurer que les changements soient faits là, pour le bénéfice des PME. Je ne sais pas, Simon, s'il y a quelque chose que tu voulais rajouter par rapport aux questions qui ont été posées dans le chat ou Non, je pense qu'on a atteint la fin de notre heure de webinaire. Donc, simplement remercier tout le monde pour leur présence, puis les remercier encore une fois de répondre à nos sondages. Puis, on va vous tenir au courant des développements de ces différents dossiers-là. Puis, de mon côté, je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés à l'automne pour la prochaine édition. Là, à chaque 6 mois, on fait ce webinaire-là. Donc, on vous donnera un autre état des lieux à ce moment-là. et c'est un très bon webinaire. Simon, félicitations pour le contenu que tu partages avec nous. Vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire après par email, donc n'hésitez pas à le partager avec des collègues, des connaissances. Il va y avoir un sondage. Partagez votre opinion avec nous. On lit toujours vos commentaires avec beaucoup d'intérêt. Si vous aimez les services et les avantages que vous avez en étant membre de la FCI, ben, référez la FCI à des gens, référez-nous des membres. Plus il y a de gens, plus il y a d'entreprises membres de la FCI, plus ça ajoute au prestige, puis aussi à l'efficacité de l'organisation. Et puis, je veux remercier aussi, en plus de Simon, Laurana, Jennifer, Rachel et Vaïd pour leur travail afin de vous présenter le webinaire. Et puis, si vous avez des questions puis des commentaires, vous avez le numéro de téléphone puis l'adresse email à l'écran. Donc, gênez-vous pas. Passez une belle fin de journée, puis encore une fois, bravo Simon. Merci à toi, Jasmin. Bonne fin de journée à tout le monde.